Lorsque j'étudiais l'état somnambulique de Madame von N, s'élevèrent en moi pour la première fois des doutes importants sur la justesse de la thèse de Bernheim. Tout est dans la suggestion. Et sur le raisonnement de son perspicace ami Delboeuf, comme quoi il n'y a pas d'hypnotisme. Aujourd'hui encore, je ne puis comprendre que le doigt que je place devant ses yeux et le dormez prononcé une seule fois soit censé avoir créé l'état psychique particulier de la malade dans lequel sa mémoire englobait toutes ses expériences vécues psychiques. Je pouvais avoir provoqué cet état. Je ne l'avais pas créé par ma suggestion, puisque ces caractéristiques, qui ont d'ailleurs une validité générale, me surprenaient tellement. De quelle façon la thérapie fut pratiquée ici dans le somnambulisme, on peut le voir suffisamment dans l'histoire de la malade. Comme il est d'usage dans la psychothérapie hypnotique, je combattais les représentations morbides présentes par des assurances, des interdictions, l'introduction de contre-représentations de toutes sortes, mais je ne me contentais pas de cela. J'allais au contraire rechercher la genèse de chacun des symptômes afin de pouvoir combattre les présupposés sur lesquels étaient édifiées les idées morbides. Durant ces analyses, il arrivait régulièrement que la malade s'exprime verbalement, avec les signes de la plus violente excitation, sur des choses dont l'affect n'avait jusque-là trouvé à s'écouler que comme expression d'une émotion. Je ne puis indiquer quelle part du résultat thérapeutique obtenu chaque fois revenait à cette élimination par suggestion in statu nascendi, et quelle part revenait à la résolution de l'affect par abrécation, car j'ai laissé agir conjointement les deux facteurs thérapeutiques. En conséquence, ce cas ne devrait pas être exploité pour mettre rigoureusement en évidence qu'une efficacité thérapeutique est inhérente à la méthode cathartique, mais il me faut pourtant dire que seuls ont été effectivement éliminés de façon durable ceux des symptômes de maladie pour lesquels j'ai conduit l'analyse psychique. Il me faut ajouter encore une remarque avant de conclure l'histoire de Madame von N. Nous la connaissions tous deux assez bien, le docteur Breuer et moi, et ce durant une assez longue période, et nous avions coutume de sourire lorsque nous comparions le profil de son caractère avec la description de la psyché hystérique qui accourt depuis des anciens temps à travers les livres et l'opinion des médecins. Lorsque nous nous sommes aperçus, à partir de l'observation de Madame Kessily M, que l'hystérie, sous sa forme la plus grave, est compatible avec les dons les plus riches et les plus originaux. Un fait qui d'ailleurs transparaît jusqu'à l'évidence dans les biographies des femmes qui comptent dans l'histoire et la littérature. Nous avions en Madame Amy von N un exemple de ce que l'hystérie n'exclut pas un caractère impeccablement développé, ni une vie consciemment menée vers ses buts. Cette femme que nous avions bien connue était quelqu'un d'exceptionnel, dont la rigueur morale, dans la conception de ses devoirs, l'intelligence et l'énergie proprement masculines, la haute culture et l'amour de la vérité nous en imposaient à tous deux, tandis que sa sollicitude, pleine de bonté pour toutes les personnes qui lui étaient subordonnées, sa modestie intérieure et la finesse de ses manières la faisaient d'ailleurs apparaître comme une dame inspirant le respect. Appelée dégénérée, une telle femme, c'est déformer la signification de ce mot jusqu'à le rendre méconnaissable. On fait bien de distinguer conceptuellement les êtres humains disposés et les êtres humains dégénérés, sans quoi on sera contraint de concéder que l'humanité est redevable d'une bonne partie de ses grandes conquêtes aux efforts d'individus dégénérés. Je l'avoue également, dans l'histoire de Madame von N, je ne puis rien trouver de la performance psychique amoindrie à laquelle P. Janet ramène l'apparition de l'hystérie. La disposition hystérique consisterait, selon lui,
en une étroitesse anormale du champ de la conscience, et par suite d'une dégénérescence héréditaire, laquelle donne lieu à l'abandon dans lequel sont laissées des séries entières de perceptions, et par la suite à la désagrégation du moi et à l'organisation de personnalités secondaires. Par conséquent, le reste du moi devrait aussi, après soustraction des groupes psychiques organisés hystériquement, être moins capable d'agir que le moi normal. Et de fait, ce moi, selon Janet, est, chez les hystériques, chargé de stigmates psychiques, condamné au monoïdéisme et incapable des performances habituelles de la volonté dans la vie. J'estime que Janet a eu tort ici d'élever des états consécutifs à la modification hystérique de la conscience au rang de condition primaire de l'hystérie. Ce thème méritait d'être traité ailleurs, de façon plus détaillée. Mais chez Madame von N, on ne pouvait rien remarquer d'une telle performance amoindrie. Durant la période de ses états les plus graves, elle était et restait capable d'assurer sa participation à la direction d'une grande entreprise industrielle, de ne jamais perdre de vue l'éducation de ses enfants, de poursuivre son commerce épistolaire avec des personnes d'esprit éminents. Bref, de faire face à tous ses devoirs de telle sorte que son état de maladie pouvait rester caché. Je devrais bien plutôt estimer qu'il en résultait un degré considérable de surperformance psychique, qui n'était peut-être pas soutenable dans la durée, qui devait nécessairement conduire à un épuisement, à la misère psychologique secondaire. À l'époque où je la vis pour la première fois, de tels troubles de sa capacité d'agir commençaient vraisemblablement déjà à se faire sentir. Mais en tout cas, une grave hystérie avait existé de longues années avant ces symptômes d'épuisement. Vous vouliez qu'on dise quelque chose aussi sur Anaou? Oui. Ou bien c'était plutôt... Aujourd'hui, c'est un petit peu les deux. Hein. Les deux, oui. Moi, ça m'a... Justement, ces diagnostics d'hystérie où... C'est tellement un peu protéiforme. C'est d'ailleurs un petit peu à l'époque... On parlait de folie hystérique, ça regroupe quand même énormément de symptômes. Là, je vous lis un petit peu ce que j'ai retiré du dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie de Jacques Postel. Et puis ça désigne un ensemble de phénomènes cliniques qui adviennent après la survenue de troubles hystériques graves. Selon les auteurs et les époques, ce terme englobe soit des illusions, des hallucinations visuelles, un état de rêve, de confusion, des délires, des folies mystiques, des personnalités multiples, des conversions somatiques, etc. etc. C'est presque un peu un fourre-tout. Hein. Et c'est étonnant quand on lit notamment, c'est vrai, Anaô, c'est vraiment... c'est un jardin botanique. Oui, c'est très difficile de penser dans nos termes actuels. Je me rappelle la première fois que j'ai lu les études d'hystérie, j'avais encore mes idées psychiatriques bien comme ça, presque clichés, et j'étais tout à fait étonné de voir que ces hystériques hallucinaient, n'est-ce pas? Pour moi, il y avait les névroses, les psychoses, l'hystérie c'était du côté de la névrose, et puis l'hallucination c'était du côté de la psychose. Donc, pour moi, je ne comprenais pas cette question d'hallucination. Et puis ensuite, c'est là que j'ai pu percevoir que finalement, c'est presque impossible de traduire en termes actuels. Il y aurait de grands débats
Et chaque clinicien pourrait donner un diagnostic différent à ces hystériques d'autant plus que maintenant, il y a cette multiplication de diagnostics, surtout lorsqu'on prend la psychiatrie et les DSM, les SIM. Après, il y a quand même, ça regroupe, il y a quand même la question du deuil chez Anao, la perte du père, quelque chose d'un peu quand même un peu mélancolique. Il y a tous ces symptômes dissociatifs. Après, si on prend un autre cas, le cas Katharina, on est plus dans quelque chose d'un syndrome de stress un peu post-traumatique, si on veut parler la langue actuelle. Elle vit un événement assez traumatique, ça déclenche des troubles paniques, attaques de panique. Oui. Donc c'est très protéiforme. Moi, ça m'a toujours interrogé. Des fois, quand on discute avec les collègues, alors on me dit Freud, voilà, l'hystérie, les études sur l'hystérie, mais en fait, qu'est-ce que l'hystérie? On parle de structure, on parle de... Alors, une des choses que nous allons devoir faire, c'est de faire la distinction entre diagnostic et structure. Oui. Et je dirais même entre symptômes, diagnostic et structure. Oui. Ça, c'est jusqu'où va le diagnostic, jusqu'où va la structure. Et est-ce que c'est si utile que ça, le diagnostic? Ça, c'est aussi la question. Quelle est la fonction du diagnostic? Quelle est la fonction de déceler la structure? Et est-ce que notre travail se passe plus au niveau du symptôme ou au niveau de la structure? C'est pas? Du symptôme ou d'un ensemble de problèmes qu'on formalise d'une certaine manière, qu'on essaie d'aborder avec le patient. Et là, c'est encore une autre chose, c'est le mal-être, qui n'est pas encore un symptôme. Mal-être, symptôme, diagnostic, structure. J'aimerais, peut-être on va terminer, mais parler d'une autre chose, la question de la haine dans le cas hémiphonen, d'ailleurs le bras de fer entre hémiphonen et Freud, c'est autour de ça que hémiphonen, elle pratiquement, lorsque je parle de responsabilité derrière la cause, Freud et hémiphonen sont arrivés à la question de la mort du mari. C'était l'événement le plus traumatisant dans la vie d'hémiphonen, c'est la mort du mari. Et hémiphonen, d'une certaine façon, elle en veut à ses filles, puisque c'est au moment de la naissance de sa fille que son mari est mort. Elle se demande presque, dans un sentiment de culpabilité, si sa fille n'était pas là, si son mari serait mort, elle se serait occupée autrement de son mari, etc. Donc elle en veut d'une certaine façon à sa fille, à ses filles. Qu'elle déshéritera, si je me rappelle bien. Comment? Qu'elle déshéritera plus tard. Extrêmement compliqué. Et c'est dans un moment où hémiphonen était en train de dire ça que Freud presque il essaie de couper, il interrompt hémiphonen, il ne la laisse pas parler, comme s'il était dérangé par cette histoire d'hémiphonen, reprocher ou responsabiliser sa fille de la mort de son mari et de l'origine de son symptôme. Freud n'aime pas ça et hémiphonen, elle insiste, elle veut parler de ça. Et on a l'impression que Freud passe un peu à côté de ça. Et Borch-Jacobson, il parle de ça lorsqu'il parle de plusieurs années plus tard, lorsque la fille surtout, de Hémiphonen apparaît et veut parler avec Freud. Je vais vous lire peut-être ce petit côté ici. Je n'ai pas noté, mais c'est pas long, donc on va le trouver. Bon, Fanny Moser, c'était Hémiphonen. C'était une femme très riche, richissime, puisque
déjà d'origine, je pense qu'elle était riche. En plus, elle fait ce mariage avec, je pense que c'est Monsieur Moser. Plus âgé qu'elle, 40 ans plus âgé qu'elle. Une fortune immense parce qu'il vendait des montres suisses en Russie. Il a créé, ensuite il a acheté un château ici, il a créé toute une crise autour de l'héritage. Il y a eu un grand problème d'héritage des enfants du premier mariage de M. Moser qui n'ont pas aimé le fait qu'elle soit l'héritière principale. Qu'elle a été suspectée tout ça on l'apprend après la mort de Freud pratiquement, n'est-ce pas? Ce sont les historiens qui vont chercher toutes ces informations. Et Emmy von Ehn, Fanny Moser, elle a le même nom de sa fille aînée, Fanny, qui réapparaît en 1918. Fanny Hope Moser, la fille de Fanny Moser, tenta en vain de mettre sa mère sous tutelle. Donc elle était très riche et plein d'amants. Ses médecins, entre autres, ont été les amants. C'était très compliqué parce qu'elle faisait du tourisme médical, elle voyait tout plein de médecins partout. Je pense que ces massages de temps en temps, ça un peu plus bas. Ça dérapait un peu. Donc Fanny Moser, la fille, elle essaie de mettre sa mère sous tutelle. Elle écrit le 13 juillet à Freud, avec qui elle avait déjà été en rapport épistolaire au sujet de ses recherches parapsychologiques. Ça veut dire Fanny Moser, elle a fait une formation en sciences exactes et puis ensuite elle est venue vers la parapsychologie pour lui demander de rédiger un rapport officiel sur l'état mental de sa mère. Freud répondit à côté en se justifiant d'avoir en son temps pris le parti de la mère contre sa fille, puisqu'il y avait déjà des tensions entre mère et fille. Et je cite Freud: « C'est avec grand intérêt que j'ai appris que vous êtes cette petite Fanny au sujet de laquelle je me faisais tant de soucis et avait été appelée à venir à Au par Madame Fanny Moser. » Apparemment, Freud n'avait donc pas reconnu sa correspondance lors de leurs précédents échanges malgré son nom. Vous avez raison, à cette époque, je n'ai presque rien fait pour vous, je n'ai rien compris à votre sujet. Songez cependant, je vous prie, qu'à l'époque, je ne comprenais rien non plus au cas de votre mère, bien qu'à 2 reprises, elle ait été ma patiente plusieurs semaines durant. C'est précisément à propos de ce cas et de son issue que j'ai reconnu que le traitement par l'hypnose était une méthode qui n'avait ni sens ni valeur et que j'ai eu besoin de créer la thérapie psychanalytique plus en accord avec la raison. Puis Freud relisait l'épisode ancien à la lumière de cette théorie plus récente, comme si cela pouvait en quelque... Là, il fait sa petite critique à Freud. Mais je cite Freud de nouveau. « L'attitude de votre mère à votre égard et à l'égard de votre sœur est loin de m'être aussi énigmatique qu'elle est pour vous. Je peux vous donner cette explication simple qu'elle aimait ses enfants tout aussi tendrement qu'elle les haïssait âprement. C'est ce que nous appelons l'ambivalence, et qu'il en était déjà ainsi à l'époque à Vienne. » Fin de citation. En 1935, Freud enfonçait le clou en réponse à l'envoi par Fanny Hope Moser de son livre sur l'occultisme. Et Freud, en 1935, il dit encore plus clairement « Je ne peux pas vous en vouloir de n'avoir toujours pas pardonné ma fâcheuse erreur diagnostique de l'époque. Non seulement je manquais encore beaucoup d'expérience, mais notre art de lire ce qui se cache dans l'âme était encore dans l'enfance. 10, peut-être 5 ans plus tard, je n'aurais pas manqué de deviner que la malheureuse femme menait un difficile combat contre sa haine inconsciente à l'égard de ses 2 enfants, et essayait de se défendre au moyen d'une tendresse excessive. Ces fantômes mauvais semblent avoir fait surface sous forme retravaillée et avoir déterminé son comportement, mais à l'époque je ne comprenais rien
et a simplement cru ces informations. Fin de citation. Donc en 1935, il est beaucoup plus explicite qu'en 1914. Il ne parle plus d'ambivalence, il parle de haine et qu'elle essayait de compenser par rapport formation réactionnaire. À la tendresse. Une formation réactionnaire. Ouais. Je vous offre des fleurs au lieu Et j'ai l'impression que en 1889, Freud lui-même, il ne voulait pas voir ça à ce thème. Chose que il a dû passer par la question de la causalité sexuelle, et déjà là, en 1935, il avait déjà dépassé la causalité sexuelle, il était déjà dans la question de la pulsion de mort, ça veut dire de la causalité de la destruction dans le symptôme, ça veut dire c'est un tout autre Freud que finalement, on parle beaucoup moins, ce qui est resté dans l'idée commune, c'est que Freud égale la causalité sexuelle, mais il faut se rappeler que ça a été la causalité du traumatisme, ensuite la causalité sexuelle, et ensuite la causalité de la destruction et de la pulsion de mort. Note ajoutée en 1924. Je sais qu'aucun analyste ne peut lire aujourd'hui cette histoire de malade sans un sourire apitoyé, mais qu'on veuille bien considérer que c'était le premier cas dans lequel j'appliquais dans une large mesure le procédé cathartique. C'est pourquoi je veux également conserver à ce compte-rendu sa forme d'origine, ne produire aucune des critiques qui se présentent aujourd'hui si facilement, et n'entreprendre aucune tentative pour combler après coup ces innombrables lacunes. Je ne veux ajouter que 2 choses. La vue que j'ai acquise plus tard dans l'étiologie actuelle de l'affection et des informations sur le développement ultérieur de celle-ci. Alors que je passais, comme évoqué précédemment, quelques jours en tant qu'invité dans sa maison de campagne, il y eut un repas auquel assistait une personne étrangère qui s'efforçait manifestement d'être agréable. Après son départ, elle me demanda s'il m'avait plu et elle ajouta comme en passant « Figurez-vous, cet homme veut m'épouser ?» En corrélation avec d'autres propos auxquels j'avais négligé les cordées de la valeur, force me fut de comprendre clairement qu'à l'époque, elle aspirait à un nouveau mariage, mais qu'elle voyait dans l'existence de ses 2 filles, héritières de la fortune paternelle, l'obstacle à la réalisation de son destin. Quelques années plus tard, je rencontrai à un congrès de naturalistes un éminent médecin originaire du pays de Madame Amy, à qui je demandais s'il connaissait la dame et s'il avait quelque chose sur son état de santé. Oui, il la connaissait, et il l'avait lui-même traitée hypnotiquement. Elle avait joué avec lui, et avec beaucoup d'autres médecins encore, la même pièce qu'avec moi. Elle était venue dans un état misérable, avait récompensé le traitement hypnotique par un succès extraordinaire pour ensuite devenir subitement hostile au médecin, le quitter et réactiver toute l'ampleur de son état de maladie. C'était la véritable contrainte de répétition. Ce n'est qu'après un quart de siècle que j'eus à nouveau des nouvelles de Madame Amy. Sa fille aînée, celle-là même pour laquelle j'avais autrefois établi un pronostic si défavorable, s'adressa à moi pour demander une attestation concernant l'état mental de sa mère en raison du traitement que je lui avais dispensé à l'époque. Elle avait l'intention d'entreprendre des démarches juridiques contre sa mère qu'elle décrivait comme une personne tyrannique, cruelle et sans égard. Elle avait rejeté ses 2 enfants et se refusait à leur apporter de l'aide dans leur misère actuelle. Ma correspondante elle-même avait obtenu un titre de docteur et elle était mariée.